Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Giro, le débrief, le bilan personnel de ce Giro. On va revenir sur les points qui m'ont marqué lors de cette édition 2025 de ce grand tour italien. Et puis il y aura une deuxième vidéo qui elle représentera le bilan, le conseil de classe de ce Tour d'Italie. On reviendra équipe par équipe sur celles qui ont performé, celles qui ont eu beaucoup plus de mal, comme on l'on fait régulièrement sur les grands tours. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déçu sur ce Tour d'Italie, on va dire globalement, sur la manière dont cette course s'est déroulée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez cliquer également rapidement sur les notifications sur les miniatures. Et pour cela, la manière la plus simple, c'est d'activer la petite cloche à côté du bouton abonnez-vous, et je remercie les gens qui font cet effort. La dernière vidéo sur le Giro, c'était sur Juan Ayuso. On est revenu un petit peu sur quel pourrait être le futur, notamment du coureur espagnol. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la regarder. Et nous, on commence tout de suite avec ce Tour d'Italie et le bilan de ces 3 semaines de course. Et premier élément marquant de ce Tour d'Italie, c'est que ça a été un Giro à rebondissement. Et oui, un Giro à rebondissement, pourquoi? Quand on se rappelle, il y a un peu plus de 3 semaines, désormais quasiment 4 semaines, lorsque l'on fait la présentation de la course, lorsque je fais la présentation de la course, à aucun moment je me doutais qu'on aurait ce scénario-là. C'est-à-dire, je me disais... Je vous avais dit, j'avais donné 3 favoris, j'avais dit Ayuso, j'avais dit Roglic. Pour moi, il y avait 2 favoris et puis 2 arbitres, on va dire, avec Landa et Carapaz. Et j'avais dit, il y en a au moins un sur ces 4-là qui va se planter. Bon, il n'y en a pas qu'un qui s'est planté, au final, il y en a 3. Sur les 3 mecs que j'avais mis en favoris, il n'y en a aucun à l'arrivée. Roglic, panne de jambes. Ayuso... rencontre fortuite avec une abeille, une guêpe, je ne sais plus. Et Landa, rencontre fortuite avec un escalier, enfin avec un trou dans le trottoir, voilà, du côté de Landa. Au final, il n'y a que Carapaz qui est à l'arrivée, mais tous les leaders sont passés... Enfin, il y a quand même 2 gros leaders qui sont passés à côté. C'est vrai que Roglic... Si on regarde bien, je ne suis pas sûr qu'en 2e semaine, il était déjà en grande forme. C'est-à-dire que je pense que le contre-la-montre nous a leurrés. Il faut se rappeler que ce 2e contre-la-montre se déroule dans des conditions qui sont extrêmement changeantes. Ce jour-là, il ne met pas le même écart à Ayuso que lors du premier contre-la-montre. Lors du premier contre-la-montre, Ayuso n'existe pas par rapport à Roglic. Lors du 2e contre-la-montre, Ayuso rivalise complètement avec Roglic malgré des conditions plus difficiles pour Ayuso, notamment sur les portions un petit peu plus techniques. Ça aurait dû nous aiguiller un petit peu sur la condition physique de Roglic, qui, je pense, à ce moment-là, n'était déjà pas exceptionnelle par rapport au coureur espagnol. Du côté de Juan Ayuso, 2 premières semaines intéressantes, mais des chutes. Les chutes qui, je pense, lui ont coûté cher. La chute à Sienne, voilà, il y a eu des chutes du côté de Juan Ayuso, et une accumulation de chutes qui, à la fin, nous propose cette étape de mardi, où il craque complètement sur cette étape de mardi, et puis ensuite, la piqûre à l'œil. C'est-à-dire que, comme je le dis assez régulièrement, les emmerdes, ça vole souvent en escadrille, et du côté de Juan Ayuso, ça a roulé en escadrille. Bon, du côté de Landa, la course s'est arrêtée après 140 km à peine, sur ce Giro, sur cette chute très violente dans la descente, sur pour moi une zone mal sécurisée du côté du parcours. Le fait que tous ces leaders se plantent, ça permet aussi à des outsiders de s'imposer. C'est sûr que si Roglic avait été à 100%,
de ses capacités, peut-être que Yates ne gagne pas. Et encore, peut-être qu'on aurait eu une tactique un peu différente de certains coureurs sur ces 3 semaines de course. C'est vrai que le fait que ces leaders-là ne soient pas à 100%, ça nous donne également l'étape de samedi. Je pense que samedi, on n'aurait peut-être pas tenté de courir de cette manière-là s'il y avait eu encore Roglic à 30 secondes ou s'il y avait eu Juan Ayuso à 30 secondes parce qu'on aurait peut-être eu peur de ces coureurs-là. Mais comme ils n'étaient pas là, ça a un peu décanté la course. Ce qui a permis également de décanter la course, c'est d'avoir ni Pogačar, ni Remco Evenepoel, ni Vingegaard au départ. Et surtout, je pense à Pogačar et Vingegaard. C'est sûr que quand ces deux-là sont au départ d'un grand tour, tu sais que ta possibilité de t'imposer est faible. Voilà. Ce qui change quand même la manière de courir. Parce que, à part Carapaz, qui lui court un petit peu toujours de la même manière, même s'il y a des coureurs, des gros leaders, je pense que pas mal de coureurs auraient roulé avec le frein à main, n'auraient pas attaqué, n'auraient pas été aussi offensifs. Voilà, avec un Pogačar ou un Vingegaard, parce qu'on sait que ces deux coureurs-là sont capables de faire la différence, sont capables de faire extrêmement mal. Oui, mais ils n'étaient pas là. Ce qui débloque un petit peu la course. Forcément, la course a été moins cadenassée par le fait que ces coureurs-là ne soient pas au départ. Ce qui change aussi la stratégie de la UAE, parce qu'on a bien vu que à la UAE, depuis le début de saison, quand il n'y a pas Pogačar, la stratégie n'est pas toujours exceptionnelle. Et là, on l'a encore vu avec Del Toro le samedi, mais autant à Adam Yates où se sacrifie énormément pour n'importe quel coureur, pour un Pogačar, pardon, il se sacrifie peut-être pas forcément pour Del Toro. Alors on a eu du grand Maïka, mais sauf que Maïka vieillit aussi un petit peu et qu'il ne peut plus être un équipier exceptionnel pendant 3 semaines de course. Parce qu'il y a un peu de fatigue du côté de Maïka, il a je crois 35 de tête, 35 ou 36. Oui, l'âge avance du côté de Rafał Majka, donc au bout d'un moment c'est compliqué d'enchaîner le niveau de performance à un très très haut niveau. Mais moi j'ai bien aimé ce Giro du côté du classement général parce qu'on a eu beaucoup de rebondissements, certes dû à des chutes, dû à des... mais on a eu quand même des défaillances sur ces 3 semaines de course. Et c'est vrai que si on compare notamment au Giro de 2024 où il y avait eu une archi-domination de Pogačar, même si on compare l'année où Jane Lay s'impose, il n'y a pas autant de défaillances. Je pense qu'il faut revenir peut-être à 2020 pour avoir un Giro. Il y avait eu quand même pas mal de défaillances, qui était un Giro dans des circonstances particulières, beaucoup plus tard dans l'année. Et c'est vrai que certains coureurs avaient eu du mal. Je me rappelle notamment de Nibali qui avait eu une course compliquée et ce suspense qu'on avait gardé jusqu'au dernier contre-la-montre. Mais c'est vrai que si on regarde les 2 derniers Giro, l'année de Roglic ou l'année de Pogačar, on n'a pas autant de spectacles. Là, cette année, on s'est vraiment bien amusé sur ce Giro. Je précise que je donnerai ma note sur la course au global dans la vidéo du conseil de classe. Voilà, pas dans cette vidéo-là. Deuxième élément à retenir, pas mal de spectacles sur beaucoup d'étapes. Je pense notamment à la 2e semaine. Je pense que j'étais pas le seul à avoir peur de cette 2e semaine. Je pense que voilà, pas mal de coureurs, pas mal de suiveurs, vous derrière votre écran, vous aviez peur de cette 2e semaine parce que c'est vrai qu'en termes de difficulté, c'était pas excellent. En termes de parcours, on était loin de quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que sur les 2 premières semaines, on avait assez peu de difficultés. On savait que le classement général allait se décanter lors de l'étape du mardi, lors de l'étape du samedi également de cette 3e semaine. Et sur cette 2e semaine, de manière assez surprenante, il y a eu pas mal de spectacles. C'est vrai qu'on a roulé à un très très fort tempo, ce qui je pense a créé des défaillances sur la 3e semaine. Mais je pense notamment à l'étape
C'était l'étape de samedi, l'étape où on avait un petit... L'étape de Gorizia. Je ne sais plus si c'était l'étape du samedi ou du dimanche de cette troisième semaine, avec cette chute, avec ces cassures provoquées par cette chute. On a pas mal de spectacles. L'étape remportée par Ayuso également, qui est pas si mal que ça au final, sur un parcours qui pourtant n'était pas extrêmement difficile. Je pense au contre-la-montre. Alors c'est vrai, bien aidé par les conditions climatiques, mais le contre-la-montre de Pise a été très intéressant dans la manière dont il s'est déroulé. Même le premier contre-la-montre, parce que les écarts étaient assez réduits sur ce parcours, avec pas mal de surprises, des coureurs qui partaient fort, qui avaient un peu du mal à finir, et des coureurs comme Tarling qui avaient tendance à courir de manière un peu plus calme et qui finissaient de manière costaud. Moi j'ai bien aimé voilà, certaines étapes. Alors tout n'a pas été parfait, on y reviendra dans la suite de cette vidéo, mais c'est vrai que cette deuxième semaine qui pourtant sur le papier paraissait quand même vraiment pas fantastique en termes de parcours, bah là on s'est bien amusé, on a vu des très très belles choses, donc non, il y avait des étapes, je pense l'étape de jeudi également. L'étape de jeudi, elle est pas mal. Là aussi, l'étape des chemins blancs. Là aussi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de spectacles sur l'étape des chemins blancs. Avec cette doublette Van Aert, Del Toro qui a été très intéressante et avec un peu de tactique de la part de Van Aert. Mais c'est vrai que sur certaines étapes où on s'attendait pas forcément à grand chose en termes de parcours, un parcours qui était peut-être pas forcément bien conçu, eh bien les coureurs, on dit aussi que les coureurs peuvent faire la course. Alors je dis quand même qu'il faut toujours un minimum de parcours pour cela, mais les coureurs ont bien fait la course sur cette deuxième semaine et nous ont permis d'éviter que l'on s'ennuie trop sur un parcours qui n'était pas forcément très intéressant. Et puis moi j'ai bien aimé les deux contre-la-montre. Déjà j'ai bien aimé leur emplacement dans la course. Le fait de les faire assez tôt, c'est ce qui a évité également de bloquer la troisième semaine par un contre-la-montre qui aurait eu lieu sur le dernier week-end. Moi je ne suis pas vraiment fan des contre-la-montre sur le dernier week-end. Je pense que ce qui est bien pour un contre-la-montre, c'est par exemple de le faire après la deuxième journée de repos au maximum, parce que ça permet encore d'avoir pas mal de jours pour que les coureurs qui ne soient pas forcément exceptionnels sur le contre-la-montre arrivent à rectifier le tir. Sinon, non, ça a été il y a eu pas mal de spectacles, voilà. En dehors même du classement général, je pense à l'étape de mardi, l'étape numéro 16, avec le doublé de Astana. Là, il y a du beau spectacle. Le lendemain, avec la résistance de Romain Bardet, c'est très intéressant aussi en termes de spectacle. Donc non, j'ai vu des très belles choses sur ce Tour d'Italie, pour les victoires d'étape, pour le classement général aussi. Et c'est vrai que sur cette deuxième semaine où on s'attendait à avoir quelque chose de pas forcément exceptionnel, eh bien je trouve que la course s'est vraiment bien déroulée. Un Giro fatigant, mais pas si exigeant également. C'est la particularité de ce Tour d'Italie. Fatigant parce qu'on a vu beaucoup de coureurs au bout du rouleau et qui en troisième semaine n'étaient pas en capacité de tenir la cadence. Parce que quand on voit le sprint à Rome par exemple, on voit que beaucoup d'équipiers ont du mal à tenir leur rang. Donc ça a été un Giro fatigant, notamment par le rythme imposé en deuxième semaine. Parce que c'est vrai que sur la deuxième semaine, assez régulièrement, on était sur les horaires les plus rapides, voire un peu plus rapides que l'horaire le plus tôt prévu par l'organisation. Donc c'est-à-dire que ça a roulé un très très gros tempo sur cette deuxième semaine de compétition, qu'on n'a pas véritablement ralenti le rythme. Et en même temps, on finit quand même avec plus de 150 coureurs à l'arrivée.
Certes, on a plus de 150 coureurs à l'arrivée parce qu'on avait également plus de coureurs au départ. Hein. Je rappelle que on n'avait pas 22 équipes, mais 23 équipes au départ. Donc au lieu d'être 176, on avait 184 coureurs au départ. Mais on a vu, je crois, 25 abandons au final sur ce Tour d'Italie. Je crois qu'on finit à 149 au final ce Tour d'Italie. Ce qui n'est pas si exceptionnel en termes de nombre d'abandons, de taux d'abandon. Et pourtant, on a eu des abandons, pas mal d'abandons sur chute au final. Je pense notamment à Jevan, je pense à Landa, je pense à Bouchard. Des quoi, on a quand même 2 abandons dès le premier jour, ce qui n'est pas si habituel que ça dans un grand tour. Mais ensuite, comme on a eu une première semaine et une deuxième semaine qui était quand même assez plate, et même si ça a roulé très fort, eh bien, on n'a pas forcément eu beaucoup d'abandon parce que beaucoup de coureurs ont réussi à garder de l'énergie pour la 3e semaine de compétition. Particularité également de ce Giro, je disais donc un Giro fatigant. Encore une fois, on a vu beaucoup de coureurs au bout du rouleau. Par contre, pas de hors-délai. Sur les 3 semaines de compétition, nous n'avons pas vu de coureurs hors délai. Ce qui veut dire que même si ça a roulé fort, et pourtant plus ça roule vite, plus les délais sont petits, parce que je rappelle que les délais, c'est un pourcentage par rapport au temps du vainqueur. Donc 30% de 5h30, c'est plus important que 30% de 4h45 de course. Donc on aurait pu se dire, avec ces délais-là, avec ces temps de course réduits, parce qu'encore une fois, avec un gros tempo, ça aurait des conséquences. Mais on n'a pas eu de hors-délai, même en 3e semaine, parce que je me disais notamment sur l'étape 16, ça serait compliqué avec l'enchaînement des difficultés tout au long de la journée. C'est vrai que on avait des côtes dès la première partie d'étape. Eh bien, on a eu assez peu de hors-délai, enfin pas de hors-délai, assez peu d'abandon, ce qui montre peut-être que le Giro n'a pas été extrêmement bien conçu en termes de parcours, parce que si on avait eu un Giro peut-être un peu plus habituel en 3e semaine, on aurait peut-être eu des coureurs qui n'auraient pas pu tenir la cadence, mais encore une fois, comme avant l'étape 16, il n'y avait pas eu de grosse étape de montagne. La première très grosse étape de montagne, c'est l'étape 16. Oui, mais tu arrives avec quand même pas mal de fraîcheur, un lendemain de journée de repos. Donc elle n'a pas fait de gros dégâts cette étape-là, comme ce qu'on aurait pu avoir si elle avait été placée différemment dans le calendrier de la course, et surtout si auparavant, avant cette étape 16, on avait eu des journées beaucoup plus difficiles en termes de parcours. On continue avec ce bilan personnel du Giro et le problème de répartition des étapes difficiles. Je reste en accord avec mon avis d'avant-course, d'avant-départ. Je trouve que ce Giro a été très mal conçu en termes de parcours. Alors je me pose quand même la question, est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis de dernière minute sur la conception de ce parcours, parce que c'est vrai que ce départ en Albanie, on l'a dit, ça a été compliqué. L'annonce même du parcours a été retardée énormément. Elle devait avoir lieu au moment de l'annonce du parcours du Tour de France. Elle a eu lieu au final seulement en janvier, donc quasiment plus de 2 mois et demi après. On sait qu'il y a eu des problèmes également avec les sponsors, qu'on avait du mal à trouver des sponsors. Donc est-ce qu'il y a eu des soucis, certaines villes ne voulaient plus accueillir la course ou n'avaient pas forcément les moyens financiers pour accueillir la course, parce que je rappelle qu'un départ ou une arrivée ça coûte cher, même sur le Tour d'Italie, ça coûte un peu moins cher que sur le Tour de France, mais ça coûte assez cher quand même. Et ce qui fait qu'on se retrouve à avoir 2 premières semaines quand même sans grande difficulté. Et je veux bien qu'on me dise à chaque fois, ce sont les coureurs qui font la course, mais il faut qu'il y ait un minimum au niveau du parcours. Et là, parfois, c'était compliqué. On a eu quand même des étapes, je pense à l'étape du Monte Grappa,
c'est incompréhensible d'avoir mis cette difficulté aussi loin de l'arrivée sans utiliser son meilleur versant. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même dire la vérité. On a utilisé le versant le plus roulant. Or, on sait que dans le cyclisme moderne, ce sont les pourcentages qui font la différence. Les montées roulantes, il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui. On le voit, je pense à la montée de Tignes, par exemple, qui est une montée qui est très très roulante, qui est longue mais roulante. Elle ne fait pas de grosses différences. Par exemple, la super planche des Belles-Filles, c'est plus court, c'est moins en altitude et pourtant vous avez des plus grosses différences. Pourquoi? Parce qu'il y a des énormes pourcentages. Et là, je pense qu'on a oublié les pourcentages. On a oublié également un autre paramètre sur beaucoup Alors les pourcentages, on les a eus sur le collet des Silvestre, mais c'est vrai que sur pas mal de montées, on avait peu de pourcentages. Je pense qu'on a oublié également un paramètre, l'altitude. Une seule montée au-delà des 2000 mètres, quasiment pas de montée au-delà de 1008 non plus. Or, on sait que c'est sur ces valeurs-là que la fatigue se crée. Moi, je suis pour qu'on passe pas mal de temps en altitude, parce qu'on le voit sur pas mal de courses. Je pense notamment au Tour de France remporté par Bernal. L'accumulation de montées au-delà de 1800 mètres, 2007, 2800 mètres, au bout d'un moment, ça a énormément de conséquences au niveau de l'organisme. Ça crée de la fatigue, et cette fatigue-là va créer des défaillances. Les défaillances créent des surprises. Les surprises créent de l'intérêt pour les téléspectateurs. Et l'objectif quand même d'un Tour d'Italie, c'est qu'on reste de l'étape 1 à l'étape 21 devant sa télévision. Là, ça aurait peut-être été bien de faire plus de montées en altitude, surtout qu'en Italie, on a un terrain qui est propice. C'est vrai qu'en Espagne, par exemple, c'est compliqué d'avoir des arrivées très hautes parce qu'on n'a pas forcément ce terrain-là potentiellement. En Italie, on l'a, le terrain. Donc ça, c'est un petit peu plus surprenant. Je trouve aussi, je parlais le problème de répartition des étapes difficiles, donc avec cette troisième semaine qui était extrêmement chargée, le problème c'est qu'on a bien vu que vendredi par exemple, tout le monde était concentré sur le collet des Silvestre et que l'étape de vendredi, malgré énormément de difficultés au programme, n'a pas forcément fait de grosses différences. Je trouve moi que sur l'étape 16, c'était presque il y en avait trop quoi, de difficultés au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'était presque trop, surtout sur un kilométrage qui n'était pas si énorme que ça. On s'est retrouvé à avoir, je crois, donc 6 montées dans la journée, un truc comme ça, 6 montées. C'est trop. Enfin, c'est trop. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y en a certaines qui sont squeezées. Et là, j'ai trouvé véritablement que parfois, oui, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop en termes de difficultés. Parfois, on a eu on a presque fait une intolérance une intolérance parce que au bout d'un moment, tu manges une fois du saucisson, 2 fois du saucisson, mais au 3e saucisson, t'es un peu écœuré. Là, on est arrivé jusqu'à l'écœurement sur certaines étapes en termes de difficulté, alors qu'on aurait pu faire différemment, qu'on aurait pu mieux répartir sur les différentes semaines. Moi, je suis quand même assez surpris, encore une fois, de cette 2e semaine. À une époque, sur le Tour d'Italie, on passait 2 fois dans les Alpes. Voilà, on pouvait y passer en fin de première semaine, et puis on y repassait en 3e semaine. Mais on faisait 2 passages dans les Alpes. De toute manière, là en plus cette année, sur le Tour d'Italie 2025, c'est pas comme si on était allé énormément dans le sud de l'Italie. Des étapes sous la latitude de Rome, on n'en a pas eu 150 au final. Donc, comme ça emmerde pas le Tour d'Italie d'éviter la zone de Naples, enfin d'aller qu'à Naples au final, dans les villes de sud, on aurait pu avoir 2 passages dans le nord et avoir un passage beaucoup plus important dans les Alpes et avoir une meilleure répartition des différentes difficultés. Autre élément qui m'a un peu déçu sur ce Giro, les étapes de plat.
Autant je trouve qu'en 2024, on avait eu des étapes de plat assez intéressantes, avec souvent une petite bosse. Il y avait souvent une petite bosse dans le final sur les étapes de plat en 2024. Vous regardez, il y avait pas mal de journées où on avait mis une petite bosse, pas forcément extrêmement longue, pas forcément avec des gros pourcentages, mais suffisante pour que certains sprinteurs aient du mal ensuite à refaire un effort, à faire un joli sprint derrière, ou que parfois certains coureurs craquent parce qu'on était dans le final, et ça permettait également de désorganiser pas mal les équipes de sprinteurs. Je pense l'étape qu'on avait eue avec, c'était quelle montée avec un des capis que l'on avait eu l'an dernier, je crois que c'était l'étape 4 ou l'étape 5, où on avait eu un des capis, je crois que c'était le capot mêlé qui était au programme. On était arrivé juste après le capot mêlé. Ce genre d'étape-là avec des difficultés, on n'en a quasiment pas eu sur ce Tour d'Italie. C'est vrai que sur les étapes de plat, alors sur les étapes pour sprinter, on a eu aussi le malheur d'avoir Mats Pedersen peut-être sur certaines journées, mais avec une grosse Lidl Trek qui était complètement à son service, je trouve, notamment Ciccone. Mais c'est vrai que sur d'autres étapes, il ne s'est pas passé grand-chose. L'étape la plus intéressante presque, ça a été l'étape de Naples, mais avec les à côté sur les étapes de place, ça a été compliqué. Je trouve qu'on a eu quand même, c'est la première fois sur le Tour d'Italie qu'on a du mal à avoir des coureurs qui partent en échappée. C'est vrai qu'on a quand même eu une étape où on n'avait qu'un seul coureur en échappée. On a eu parfois des journées avec des échappées qui partaient quand même extrêmement rapidement. Pas forcément énormes aussi, ces échappées. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément 6-7 coureurs au départ sur ces étapes-là. C'est dommage parce que on a quand même des primes tout au long de la journée. C'est vrai qu'on a quand même 3 sprints intermédiaires au final. Donc ça permet de gagner des sous-sous au fur et à mesure de la journée, ce qui peut quand même intéresser les coureurs. Mais on voit que même ça ne suffit pas. Ça peut suffire en 3e semaine de partir en échappée pour aller récupérer des sous-sous et des primes. Mais il va falloir trouver une solution pour les grands tours, parce que ça soit le Tour d'Italie qui était peut-être celui qui était jusqu'à maintenant le plus préservé sur ces étapes de plat, mais quand on regarde, il va falloir trouver des solutions pour que ces étapes de plat soient plus passionnantes, qu'on arrive à attirer plus de coureurs dans les échappées. Alors, est-ce que c'est un classement annexe qu'il faut réserver à ces coureurs-là? Est-ce qu'il faut permettre au Grand Tour d'avoir un maillot supplémentaire pour baroudeur, un maillot pour les sprints intermédiaires qui aujourd'hui n'existe pas? Est-ce qu'il faut mettre en place des sprints UCI qui permettraient de rapporter des points pour le classement sur 3 ans? C'est des questions qu'on peut se poser parce que, encore une fois, aujourd'hui, l'objectif du Tour d'Italie comme du Tour de France et peut-être bientôt de la Volta, c'est que tu regardes l'étape en intégralité. Ça, c'est l'objectif. Sauf que sur les étapes de plat, quel est l'intérêt de regarder une étape en intégralité alors que l'on sait très clairement qu'on peut se contenter de regarder la dernière heure de course ou la dernière heure et demie de course et qu'auparavant, il ne se passera rien. C'est pas bon à la fois pour les sponsors, des équipes et des partenaires de la course, mais c'est pas bon également pour les télévisions. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est Eurosport, mais quand France Télévisions diffuse le Tour de France en intégralité, s'il y a la moitié des étapes où les gens ne se pointent que sur la dernière heure et demie de visionnage, autant te dire que sur les premières heures de course, t'es pas prêt de vendre ta pub. Or, France Télé paye assez cher quand même le fait de diffuser le Tour de France. Mais si tu peux pas vendre ta publicité parce que personne regarde, là c'est un petit peu un problème. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi trouver une solution pour les diffuseurs sur ces classements. Autre élément,
Les sprints Red Bull, ça apportait pas grand-chose à la course, ces sprints Red Bull. En fait, c'était un sprint bonification. Alors, ils ont changé le nom. Ils ont appelé ça kilomètre Red Bull. Ce qui, je trouve, pour le grand public, peut créer une confusion. Parce que tu peux croire que le kilomètre Red Bull, on va prendre le temps sur un kilomètre. Or, non, l'entrée du kilomètre ne servait à rien à part à mettre des bandeaux Red Bull en gros. C'était comme un sprint bonification, en gros. C'était le classement sur la ligne d'arrivée qui comptait. C'était pas le temps sur le kilomètre qui comptait. Je trouve que ça crée une confusion. Je trouve que c'était pas très clair au départ. Moi, je pensais à un moment que le kilomètre Red Bull aurait avait son propre classement, mais qui aurait peut-être un maillot distinctif ou un truc distinctif. Bon, au final, il n'y en avait pas. Et bon, avant, ça s'appelait un sprint bonification. On aurait pu garder le terme sprint bonification au lieu d'appeler ça kilomètre Red Bull. Puis je me dis que, quitte à appeler ça kilomètre Red Bull, on aurait pu faire que le vainqueur de ce kilomètre Red Bull tous les jours, ça soit celui qui faisait ce kilomètre le plus vite possible, ce qui aurait peut-être pu changer un petit peu la donne, apporter quelque chose de différent sur les étapes, avec des coureurs qui n'avaient peut-être pas forcément des qualités au sprint pour se battre dans un petit groupe, mais qui auraient pu faire ce kilomètre-là à fond pour tenter de faire le meilleur temps et d'aller remporter la cagnotte sur les 3 semaines de course. Voilà, moi j'ai pas été extrêmement convaincu par ces sprints Red Bull. On aurait pu appeler ça, ces kilomètres Red Bull, on aurait dû appeler ça les sprints Red Bull déjà pour éviter la confusion. Et je pense que on aurait pu garder le nom sprint bonification sans forcément donner le nom d'un sponsor qui peut-être je trouve que ça n'apportait pas grand chose de donner le nom d'un sponsor pour ce classement là. Autre élément marquant de ce Tour d'Italie, eh bien le manque de suspense du côté des classements annexes, parce que c'est vrai que sur ces différents classements, on peut pas dire qu'il y ait eu énormément de spectacles. Peut-être presque c'est le maillot blanc où il y a eu le plus de spectacles, avec cette malédiction du porteur du maillot blanc, que ce soit Ayuso et d'autres ont souffert du port du maillot blanc. Mais c'est vrai que le maillot cyclamen, il a pris tellement d'avance en début de course qu'en gros le classement était plié. Il avait déjà plus de 100 points d'avance, je crois après la 4e ou la 5e étape, donc le classement était plié très vite. Même si Olaf Koy fait une petite remontée sur la fin, ça n'a pas été suffisant. Et comme si tu prends les échappées, tu n'arriveras jamais à récupérer suffisamment de points par rapport à une victoire d'étape. Il y a une vraie différence entre la victoire d'étape et le fait d'aller chercher les 2 sprints intermédiaires. Eh bien, impossible pour un baroudeur d'aller chercher ce classement du maillot cyclamen. Mais en même temps, Mats Pedersen a fait le job et a gagné tout de suite les victoires. C'était aux autres d'aller chercher, d'aller marquer des points, ce qu'ils n'ont pas été en capacité de faire. Sur le classement de la montagne, moi ça me gêne un peu plus, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y a un seul coureur qui s'en souciait, qu'il y a une seule équipe qui s'en souciait de ce classement-là. C'est-à-dire que, notamment sur l'étape 16, c'est assez symptomatique, personne ne s'oppose à Fortunato Escaroni pour aller marquer des points. Or, ce jour-là, tu pouvais encore modifier le classement, faire un rapproché. Il n'y a pas eu de rapproché. Je crois que c'est Prudhomme qui prend la 3e place de ce classement, mais qui n'en a pas fait un objectif du tout. C'est terrible de voir comment ce classement de la montagne, on en parlait sur le Tour de France, mais
j'irais globalement, les classements de la montagne sont devenus inintéressants parce que souvent remportés quand même par des leaders du classement général, mais là, sur ce classement-là, c'est pas un leader du classement général qui s'impose, mais c'est juste qu'il y a eu un véritable manque d'envie pour amener un petit peu d'adversité, pour amener un petit peu d'opposition à Fortunato et Scaroni. Là aussi, il a très bien joué, hein, Fortunato, il a marqué des points sur pas mal d'étapes. Mais bon, derrière, sur l'étape 16, on aurait pu un peu plus le gêner. Que le maillot de la montagne puis jouer la gagne sur la fin, sur cette même étape, ça montre bien qu'il ne s'est pas dépouillé sur les sprints. Donc c'est un petit peu dommageable, voilà, que sur ces classements annexes, on n'ait pas eu beaucoup plus d'opposition. Parce que moi j'aurais aimé voilà, que sur ces classements, on tente beaucoup plus, que l'on essaye. Voilà, moi j'ai trouvé que ça a été assez décevant, voilà, dans ces différents classements. Voilà, moi j'aurais aimé voir des choses un peu différentes, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu dommageable, voilà, de ne pas avoir plus d'opposition, de ne pas avoir plus de bagarre sur ces différentes étapes. Pas mal de primo-vainqueurs aussi dans les éléments à retenir, c'est-à-dire pas mal de coureurs qui ont gagné pour la première fois sur le Giro ou pour la première fois sur un grand tour. Je pense notamment à Nicolas Prudhomme, mais on pourrait penser à Verona, ou des coureurs qui n'avaient pas gagné depuis longtemps. Je pense aussi à Nico Denz, on peut penser à Luc Plapp aussi, qui n'avait pas gagné sur un grand tour. C'est vrai que on est sur quelque chose qui n'est pas habituel du côté de certains autres grands tours. Sur le Tour de France, par exemple, des primo-vainqueurs, on en a assez peu. On en a quelques fois sur la Vuelta, mais ça dépend des années. C'est quelque chose quand même d'assez récurrent sur le Giro, d'avoir des coureurs qui ne se sont jamais imposés, qui s'imposent pour la première fois. Je pense aussi Casper Van Huden. Ça a été la belle surprise du sprint. Casper Van Huden avec sa victoire à Lecce. Aussi Diego Ulissi qui a porté pour la première fois de sa carrière le maillot rose sur le Tour d'Italie. Et puis Casper Asgreen aussi, hein, qui n'avait pas gagné depuis longtemps. Non, ça fait du bien, ça apporte un petit peu de renouveau. C'est vrai, au niveau des palmarès, ça permet de mettre en lumière des coureurs qui parfois sont équipiers. Je pense Prudhomme, là encore Verona, qui ont plus souvent, ou Danuleux, qui ont plus souvent des statuts d'équipiers, mais qui ont su saisir leur chance. Et puis on a eu des coureurs qui se sont peut-être enfin révélés au haut niveau. Je pense à Casper Van Huden au niveau des sprints, notamment. C'est vrai que la victoire de Van Aert aussi, hein, qui n'avait pas gagné depuis quelques temps, enfin depuis la Vuelta en gros, il n'avait pas gagné Van Aert. Ça a été un Giro intéressant sur les vainqueurs parce que on a eu vraiment des choses très spectaculaires sur les différentes étapes, encore une fois en deuxième semaine. Pas mal de spectacles, peu d'étapes vraiment chiantes, je dirais, en deuxième et troisième semaine. Et puis des beaux vainqueurs, voilà, parce que quand on a des mecs qui sont souvent équipiers et qui arrivent enfin à être leaders, et puis des belles images, Scaroni, Fortunato, lors de cette fameuse étape 16, la victoire également de Danuleux, ça c'est des images intéressantes, marquantes. Diego Ulissi et son cri à l'arrivée quand il prend le maillot rose, ça ce sont des images qui sont pour moi marquantes
du côté de ce Tour d'Italie. Et puis je termine avec le bilan des Bleus. Alors on parlera bien entendu des Français lors du conseil de classe. Certes, on remporte une victoire d'étape avec Nicolas Prodoms qui sauve un petit peu le bilan. Du côté des Bleus, hein, donc également des Français des étrangers pardon, dans des équipes françaises. On a Dries de Bondt qui remporte le classement des sprints intermédiaires. En dehors de cette victoire de Prudhomme et de cette victoire de Bondt, qui a été souvent à l'attaque sans forcément être très efficace. Pour le reste, c'est compliqué. Ça a été un petit peu la croix et la bannière. David Gaudu passe complètement à côté. Ça a été très compliqué pour David Gaudu pendant ces 3 semaines de compétition après sa chute. Bon, Romain Bardet ne joue pas le général. Il prend une 2e place, mais qui est à la fois frustrante et à la fois tu te dis il y avait de toute manière pas la possibilité de faire mieux sur cette étape parce que il y avait des mecs qui étaient quand même très costauds sur cette journée. Et puis je pense également à des équipes qui ont été transparentes. Cofidis a été transparent quand même sur ces 3 semaines de compétition. C'est vrai qu'on a, à part Moniquet, un petit peu, sinon on a quand même pas vu grand monde. Du côté d'Arkea, heureusement qu'il y a eu Alessandro Verret, parce que sinon pour le reste ça a été compliqué. Du côté des sprints, bon, Mozzato n'a pas été exceptionnel, Freitin on l'a vu sur un sprint, Magnier aussi sur un sprint. C'est vrai qu'en termes de régularité, Freitin a eu un petit peu de mal, Magnier aussi, Magnier pas toujours bien entouré, il faut bien le dire également. Du côté de la formation Quick Step, et surtout il a eu tendance à souvent perdre la roue de son poisson pilote, Lamperti, et ça a eu tendance à m'énerver. Mais oui, un bilan des Bleus qui reste compliqué. On s'attendait pas forcément on s'attendait quand même à un bon résultat au classement général, au moins de Gaudu. C'est vrai que Gaudu en plus a montré que son équipe était quand même très faiblarde aussi. À part Rémi Rochas, ça a été compliqué. Donc je dirais qu'un bilan global des Bleus qui a été décevant, même si on ne s'attendait pas forcément à un truc hyper spectaculaire. La victoire de Prudhomme ne sauve pas le bilan global qui est quand même assez moyen du côté de la performance des équipes françaises sur ce Tour d'Italie. Et bien voilà, je crois que nous avons fait le tour de ce bilan personnel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!